Bonjour à tous. Depuis les années 1970, l'histoire de France est devenue un champ de bataille intellectuelle. Récit national accusé d'être dépassé, continuité historique remise en cause, figure fondatrice relativisée, frontières culturelles diluées, une partie de l'historiographie contemporaine revendique désormais une lecture fragmentée, décentrée, parfois explicitement déconstructiviste de notre passé. L'histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron, les approches post-nationales ou mémorielles ont ainsi profondément modifié la manière de raconter l'histoire, au risque, selon leurs critiques, de dissoudre la cohérence historique française dans une juxtaposition d'événements, de thèmes et de points de vue. C'est précisément en réaction à cette tendance qu'a été conçue la Nouvelle Histoire de France, un ouvrage monumental réunissant une centaine d'historiens dirigé par Éric Anseau. Sans ignorer les apports récents de la recherche, ce travail collectif revendique un retour à une histoire rigoureuse, structurée, incarnée, attentive à la longue durée et aux continuités comme aux ruptures, et surtout soucieuse de redonner sens et intelligibilité au récit français. Loin d'une histoire militante ou culpabilisatrice, cette nouvelle histoire de France entend replacer l'État, les institutions, les conflits, les héritages culturels et les dynamiques sociales au cœur de l'analyse, sans repentance ni célébration artificielle. À l'heure où l'histoire est de plus en plus instrumentalisée dans le débat public, une question se pose, une question centrale. Peut-on encore écrire une histoire de France cohérente sans la dissoudre dans le mondial ou la déconstruire au nom du présent ? Pour revenir sur la genèse de ce projet, ses choix méthodologiques, ses lignes de fracture assumées et les débats qu'il suscite dans le monde intellectuel, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Anseau. Éric Anseau, bonjour. Bonjour Guillaume, merci de me recevoir dans votre belle émission. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Donc, je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, auteur de plus d'une quarantaine d'ouvrages. Alors, je vais citer les derniers pour lesquels je vous ai reçu. Donc, vous aviez Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent, chez Passé Composé en 2022, une histoire mondiale des impôts, coécrit avec Jean-Luc Bordron, chez Passé Composé, toujours cette fois-ci en 2023, Napoléon III et l'économie, co-dirigé avec Pierre Branda, CNRS édition en 2024, Gambetta, fondateur de la République, au PUF en 2025, alors vous n'êtes pas encore venu nous en parler, ce sera pour la prochaine fois, une histoire de la nation française, du mythe des origines à nos jours, chez Talandier en 2025. Et donc là, aujourd'hui, la nouvelle histoire de France, chez Passé Composé en 2025. Alors, lorsque j'ai reçu le livre, je vous ai appelé, j'ai dit que ça serait mon livre de chevet pour les 25 premières années, et que ma table de nuit allait s'écrouler. Donc je disais que mais en même temps, il est léger. Hein. Alors, 1,640 kg, voilà, une journaliste de la Croix l'a pesé. Il fait 1098... 1104 pages. 1104 pages. Donc, c'est vraiment un pavé, mais on va en parler, on va le décortiquer. Alors, dans la préface, vous dites qu'écrire une histoire de France est un exercice difficile. Alors, c'est vrai, je crois que c'est Bernanos qui disait ça, que l'histoire de France est un magasin rempli de vieilles rancunes. Et il avait raison. Donc c'est un exercice difficile, et plus difficile encore depuis les années 70. Pourquoi ? Et oui, parce que pendant très longtemps, on a vécu, non pas dans le récit national, mais dans le roman national. On ne donnait à voir de l'histoire de France qu'une image ultra positive. Il s'agissait de faire nation, comme je l'ai montré dans un livre précédent que vous avez rappelé. C'est l'histoire à la Lavis, les pères fondateurs de la Troisième République. Et vous l'avez dit à l'instant, dans les années 1960, eh bien, on est passé à la déconstruction complète des nations. Les nations, c'est mal, les nations sont les responsables des guerres mondiales, il faut les dissoudre dans des organisations internationales. C'est ce qu'on appelle la déconstruction, c'est ce qu'on appelle le postmodernisme, qui n'a pas de pensée historique. On vit dans l'instant présent et on se projette dans l'avenir, un avenir qui n'est plus un avenir national. Alors ça fait énormément de mal, et vous avez en réaction aujourd'hui ce que j'appellerais le néo-roman national que présente un certain nombre d'historiens. Alors c'est très estimable, mais on est quand même très éloigné de la vérité, et j'estimais avec les collègues qui m'ont fait l'honneur de participer à ce livre qu'il y avait la place, eh bien, entre les deux, pour proposer une voie médiane, qui est la voie de la vérité, et une voie, et j'insiste là-dessus, de la réconciliation
il s'agit de se projeter vers l'avenir. Oui, la nation française a un avenir et nous la proposons avec ce livre d'histoire. Alors c'est un projet ambitieux. Hein, vous n'êtes pas comme Michelet. Michelet, je crois qu'il a mis 36 ans à écrire son histoire de France. Vous n'êtes pas le Michelet du 21e siècle. Non, pas pour la nouvelle histoire de France en tout cas. Mais bon, c'est quand même un projet ambitieux. Vous avez mis combien de temps Alors, en tout 3 ans, parce que je pense à ce projet et parallèlement... Michelet l'a écrit tout seul, vous, c'est pas le cas. Non, mon éditeur passé composé aussi. Et ils m'ont dit, ça serait bien de faire un collectif sur l'histoire de France. Alors, j'aurais dit d'accord, mais attention, moi, je suis très ambitieux, il faudra qu'il y ait une centaine d'auteurs. Alors là, j'ai vu mon éditeur un petit peu pâlir, j'ai dit qu'il faudra composer pour... Voilà, il faudra mettre les moyens, et ils m'ont suivi sur ce projet, et on a fait en 3 ans. Alors on l'a fait en 3 ans, pourquoi ? Parce qu'il y a les meilleurs spécialistes dans le livre, et je donnerai cette anecdote, si vous voulez, d'Horace Vernet, le grand peintre. Un jour, il y a des amis qui visitent son atelier, il est en train de peindre la bataille d'Iéna, nous sommes dans les années 1830, 30 ans après les faits, et le tableau est à peine commencé. Et ses amis reviennent 15 jours plus tard et le tableau est fini. « Oh maître, comment avez-vous fait ?» Eh bien, Horace Vernet, le grand peintre, répond « Parce que c'est le travail d'une vie, mais quand on a tout dans la tête, eh bien, 15 jours suffisent. Et mes auteurs et moi, on a travaillé extrêmement vite, conscients de l'urgence à publier cette nouvelle histoire de France pour réconcilier les Français. Oui, parce que finalement, réconcilier les Français, c'est un peu votre dada. J'ai l'impression que vous êtes très... Non, mais vous êtes très attaché à la division, enfin, ce que vous considérez comme une division aujourd'hui des Français. Cher Guillaume, on ne niera pas que notre France est en crise. Vous n'avez pas tort, mais quel est le rôle de l'histoire finalement dans cette division et dans cette réconciliation ? Marc Bloch va bientôt entrer au Panthéon et c'est et j'ai donné l'éclairage sur Marc Bloch dans le livre, notre premier historien qui va y entrer, et Marc Bloch était à la fois un très très grand savant, était également préoccupé par la France, et on était en 1940 et il va donner ce livre qui s'appelle L'étrange défaite et qui sera publié après avoir été fusillé pour avoir résisté. Et ce livre est lumineux, et j'ai publié un livre sur les élites qui reprend un peu le constat de Marc Bloch. Et si vous voulez, Marc Bloch disait, voilà, ce sont nos divisions épicrocolines qui ont fait que nous en sommes là où nous sommes arrivés. Et j'estime qu'aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, bien évidemment, on n'est pas envahi par une puissance étrangère, mais malgré tout, tout le monde constate qu'il y a une crise politique, une crise géopolitique, une crise économique, sociale et identitaire. Et le but, c'est de proposer une voie aux Français, et je la propose en historien. Et moi, ce que je sais faire, c'est des livres. Donc je fais non pas de la politique, mais de la métapolitique. Mais on a quand même l'impression que vous l'écrivez, c'est même la première phrase de votre préface. Écrire l'histoire de France a toujours été un exercice difficile, ça je l'ai dit. C'est un pays profondément divisé. Vous pensez que c'est véritablement quelque chose qui est très français ? Ah ben oui, et d'ailleurs, dans l'histoire de la nation française, je l'ai montré. Et dans ce livre-là, on prend en fait nos compatriotes par la main avec 250 pages d'un grand récit. C'est la première partie, pour leur donner les repères et en montrant que, en fait, ce récit est scandé par des régimes politiques et par des guerres. Le titre est quand même aussi, enfin, j'allais pas dire bizarre, mais c'est première partie. Donc, je voulais parler de la structure de l'ouvrage après, mais on va. Il y a une partie effectivement chronologique. Les autres parties sont encyclopédiques, on va y revenir. Et vous l'intitulez cette première partie Régime et violence. Et bien évidemment, regardez, nous avons eu la guerre de 100 ans avec une guerre civile. Alors bien évidemment, on était envahi par l'étranger, la Navarre et l'Angleterre, mais Armagnac et Bourguignon se sont divisés et le royaume a failli éclater. Et il a fallu Jeanne d'Arc, qui est dans le livre, comme tous les moments forts de notre histoire. Et puis nous avons eu les guerres de religion, et les guerres de religion ont failli de nouveau faire éclater le royaume. Périodiquement, nous avons ces grandes guerres, nous avons des changements de régime, alors accélérés depuis la chute de la monarchie, imaginez 14, 15, 17 régimes différents depuis 1789. Et donc, alors je ne dis pas que j'ai les solutions pour éviter tout ça, mais en comprenant, on va dire, nos apories, nos problèmes, on peut peut-être essayer d'éviter de les reproduire à l'infini. Alors vous voulez une histoire, vous le dites, une histoire qui parle à tous les Français et qui inclut les voies oubliées et les marges négligées. Alors qui sont ces voies oubliées et ces marges négligées ? Eh bien c'est tout. J'ai eu un débat, on en reparlera peut-être, même 2 débats, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Patrick Boucheron. Et il me dit, Patrick Boucheron,
« vous avez voulu m'effacer de l'histoire ». Ce qui ne manque pas de sel d'ailleurs dans sa bouche, parce qu'il n'est pas dans le livre. Il s'est précipité à l'index pour voir s'il y était. Je n'ai pas cité Patrick Boucheron, je ne voulais pas polémiquer dans le livre avec lui, parce que c'est un livre qui est appelé à durer, et ces petites querelles d'historiens n'ont pas leur place, à mon avis, dans un livre comme celui-ci. Mais en revanche, dans l'introduction, il y a Pierre Gaxotte. Et alors il me dit « Ah, vous ne m'avez pas mis moi, mais vous avez mis Pierre Gaxotte ». Eh bien, Pierre Gaxotte, il faut le faire redécouvrir. Il a écrit une histoire de France très intéressante. Mais attention, il faut le recontextualiser, bien évidemment. Je ne suis pas partisan effréné de Gaxotte, mais Gaxotte a sa place dans notre livre parce qu'il a écrit une histoire de France, de même que Lavis en a écrit une, de même que Brodel en a écrit une, etc., etc. Donc ils avaient leur place dans cet ouvrage. Alors les oubliés, c'est qui ? Bien, c'est les femmes, pendant très longtemps, qu'on a négligées. Les femmes sont très présentes dans le livre. Ce sont les immigrés qui se sont intégrés et qui ont fait la France d'aujourd'hui, ceux qui ont accepté de jouer le rôle de l'intégration. Et, c'est un gros mot, mais moi qui ne me fait pas peur, de l'assimilation. Qui est quand même dans notre code civil, il faut le rappeler. Hein. Oui. Ah. Donc maintenant, on parlera de Boucheron après. J'aurais parlé donc de la structure de l'ouvrage. Donc je l'ai dit, une première partie chronologique. Donc là, je vais très rapidement... 250 pages, 250 pages, donc on commence par les Francs, avec Bruno Dumézil, donc ça c'était Dumézil, c'était incontournable, et on finit sur les violences contemporaines, Aurélien Lignereux. Et la Ve République, Jean-François Sirinelli. Et voilà, Sirinelli, bon, je ne vais pas tous les citer, c'est impossible. Hein. Vous avez combien de contributeurs ? Alors, 100 piles, 100 auteurs. Il y a 100 entrées. Il y a 100 chapitres et 100 contributeurs, mais certains auteurs, moi-même, je me suis servi un petit peu, ont donné plus d'un chapitre. Simplement, j'ai demandé à des grands spécialistes des éclairages, car à côté des 100 chapitres, vous avez 340 éclairages. Certains sont des biographies, d'autres des œuvres, des objets, l'histoire matérielle. Je vais vous faire parler de la structure du chapitre. Des idées, etc. etc. Alors, et après, ce qui est, je trouve, très, très intéressant et très novateur, c'est que les deuxième, troisième et quatrième parties ont une structure qu'on va qualifier d'encyclopédique. C'est ça. Ce sont des entrées. Alors, il y a 3 parties. Les premières parties, donc deuxième partie, politique et spiritualité. Oui. Donc là, on parle de l'État, on parle du catholicisme, on parle des médias, on parle de l'école. Toutes les grandes politiques publiques toutes les croyances et spiritualités qu'a connues la France au fil du temps, en commençant tout seigneur, tout honneur par le catholicisme, bien évidemment, mais vous avez le judaïsme, l'islam, le protestantisme, la franc-maçonnerie, tout ça est présent et a droit à un chapitre. Troisième partie, que je trouve passionnante, maintenant on parlera de la place de la géographie après, espace et société. Et oui, parce qu'on joue sur les échelles. Bien, c'est pas une histoire France recroquevillée sur elle-même. On se balade dans le monde entier. Il y a un chapitre sur le monde, un chapitre sur l'Europe, sur tous les autres continents, un chapitre sur l'Algérie, car nous avons une relation bien évidemment étroite et douloureuse avec l'Algérie. Mais l'infra, c'est-à-dire que moi je suis un partisan de la France des clochers. Les clochers sont là, on les verra dans l'index, les départements, les régions. Tout ça est présent dans le livre. Justement, la place de la géographie, c'est important pour vous, cette discipline qu'on peut appeler la géohistoire C'est fondamental, mais pas seulement la géographie, la sociologie. Moi, je travaille en interdisciplinarité, la science politique, la philosophie. Nous avons Marcel Gaucher, qui est l'un de nos auteurs, qui nous donne le chapitre intellectuel. Toutes ces disciplines doivent travailler avec l'histoire. La condition sine qua non, c'est que tous les contributeurs qui ne sont pas historiens, je leur ai demandé de travailler en profondeur historique. Parmi les géographes, Jean-Robert Pitt, bien évidemment. Il fallait faire appel à lui pour le vin, il fallait faire appel à lui pour les paysages. Et la quatrième partie, patrimoine et identité. Donc là, on parle de l'Antiquité, on parle des Gaulois. Et oui, parce que les Gaulois sont présents. On me dit, vous commencez au franc, mais les Gaulois sont dans présents, le livre. mais très dans beau la chapitre. Voilà. Oui. Le sport, l'humour, la mode même, le loisir, le tourisme, et puis même le Tour de France. Oui, et le savoir-vivre, et la mode, et tout ce qui fait, je dirais, l'identité française. Donc on est, et tout ça fait donc presque 1000 pages, même plus de 1104 pages. Et donc les contributeurs, alors on va en parler. D'ailleurs, il y a l'index des contributeurs avec une mini bio à chaque fois. Il y en a donc 100. Comment les avez-vous, je dirais, recrutés, si je puis me permettre ?
Bien, c'est très simple. Je ne suis pas parti des contributeurs. J'ai fait beaucoup de collectifs. Alors parfois, on veut avoir des noms. Moi, j'ai pas fait comme ça. J'ai fait une liste de 100 chapitres que je voulais pour ce livre-là, de manière, vous avez utilisé le terme tout à l'heure, à ce que le livre soit encyclopédique. Tout y est. On le constatera en regardant les deux index, l'index des noms de lieux et l'index des noms de personnes, qui font 100 pages, imaginez. Oh, on a oublié personne ou quasiment. Et puis après, eh bien, j'ai fait une équipe de rêve en face mais de déjà, chaque déjà thématique. le choix de vos 100 entrées, ça a dû être un travail. Ah oui, ça a dû c'était un gros être travail. cornélien. Il a fallu sabrer, Mais j'imagine. non, parce que, alors, il y a les entrées, il y a les chapitres, et puis on complète par ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les éclairages. Et donc, ce sont des éclairages biographiques ou des éclairages thématiques. Je vous donne un exemple. Comme je voulais ce chiffre de 100, qui est un chiffre qui claque pour les chapitres et pour les auteurs, eh bien, je me suis un petit peu sacrifié, vous l'avez donné tout à l'heure, et j'ai publié une histoire des impôts. Donc, il n'y a pas un chapitre sur les impôts, mais les impôts sont ultra présents dans notre livre. Quand on pense à France, on pense à la fiscalité très lourde. Aussi. Et donc, vous avez un éclairage sur la fiscalité que j'ai moi-même rédigé. Et puis, la laïcité. Alors, on a eu une recension dans Le Point, c'était l'une des premières, et l'auteur qui avait mal lu disait « Ah, mais voilà, on ne comprend pas, Éric Anceau, grand spécialiste de la laïcité, il n'a pas fait un chapitre sur la laïcité. Au départ, j'en avais prévu un, et comme je voulais 100 chapitres, il n'y a pas laïcité en chapitre, mais le plus gros éclairage du livre, c'est l'éclairage laïcité que j'ai rédigé. Donc tout y est. Simplement, il a fallu faire des arbitrages. Et face à cette liste de chapitres et d'éclairages, j'ai mis une liste d'auteurs. Et ce qui est fascinant, c'est que j'avais une équipe B, si j'ose dire. Oui. Je n'ai métaphore footballistique ou de basket, je n'ai pas eu à recourir à l'équipe B ou quasiment pas, parce que les auteurs ont été tellement motivés, les meilleurs, qu'en fait, ils sont venus, ils sont tous Mais là. vous avez jamais hésité entre deux auteurs? Non, je prends celui-ci, je prends Quasiment celle-là. pas. Parmi les rares refus, il y a eu Pierre Nora, parce que Pierre Nora, quand je l'ai contacté, était très fatigué. Je lui ai proposé commémoration. Il m'avait dit commémoration, Éric Anceau, je crois avoir tout dit sur cette thématique. Et il est mieux que je n'y sois pas. Je vous souhaite le meilleur. Vous allez, je pense, avec votre livre, mettre tout le monde d'accord en empruntant cette voie médiane que vous m'évoquez. Et l'un de mes grands regrets, c'est qu'il est mort 6 mois avant la publication du livre. Nous avions énormément échangé sur le livre. Je lui rends hommage dans l'introduction. Et donc ces 100 contributeurs, donc quand je dis vous avez hésité, parce qu'il y en a des spécialistes sur un sujet donné, il peut y en avoir 3 ou 4 qui. sûr. Donc comment vous avez choisi? Ah ben alors, bon, le seul petit biais que je vais vous dire, c'est que j'ai longtemps enseigné à la Sorbonne Université. Je connais très bien mes collègues des deux universités, enfin il y en a 3, attention, je vais me faire des ennemis dans la 3e, Sorbonne Université et Panthéon-Sorbonne, Paris 1 et Paris 4, pour parler un langage peut-être plus trivial. Et puis aujourd'hui, je suis à l'Université de Lorraine. Donc bien évidemment, parmi les spécialistes, quand un arbitrage devait se faire, j'ai fait appel à mes collègues de la Sorbonne, de ces deux universités, de la Lorraine. Mais en dehors de ça, non, je crois vraiment que vous avez les meilleurs. Voilà. Et puis je vous dis, je suis un petit peu sorti du champ clos de l'histoire. Vous avez par exemple sur chansons populaires, je tenais à ce qui est chansons populaires, j'aime beaucoup dans l'histoire. J'ai fait appel à Florian Baraco. Oh, horreur, c'est le biographe de Michel Sardou. Les gens vont bondir. Mais moi, j'aime aussi beaucoup la chanson populaire. Et donc c'est un chapitre qu'on a fait un petit peu main dans la main pour être sûr qu'il n'oublierait personne. Alors, parmi le choix de ces contributeurs, est-ce que, j'allais dire, leur sensibilité politique a compté? Vous avez eu dans toute la presse, hormis Libération, je crois. C'est ça. Même si vous avez d'ailleurs des contributeurs qui sont des J'ai collaborateurs. deux des 3 recenseurs historiques de Libé qui sont là. Ils n'ont pas jugé bon. Bah non, vous voyez, Non. peut-être sont-ils sectaires, je sais pas. Je sais pas. C'est un Donc peu vous non, étonnant. parce que finalement, Oui. alors sur 100 contributeurs, il y en a combien d'une sensibilité de gauche à peu près? Parce que Alors c'est compliqué, oh là là, vous me demandez. Eh oui. Surtout, je dirais, la majorité ne font pas de politique. Hein. Je sais pas, peut-être 60 sur les 100, ouais, je serais bien en peine moi-même, alors que je les connais bien, de vous dire quelle est leur sensibilité politique. Pour différentes raisons, ils ne veulent pas s'impliquer, ce sont des grands savants en politique. Mais du côté de l'histoire contemporaine, on a tendance souvent à plus s'impliquer, donc là c'est plus facile à voir. Allez, je dirais que les 2 tiers des contributeurs qu'on peut estampiller sont de droite et 1 tiers de gauche. Vous voyez, je suis pas sectaire, tout le monde est là. Justement, est-ce que, pour vous, est-ce qu'il y a vraiment une histoire de gauche, une histoire de droite? Comment
Il peut y avoir, quand on est partisan, mais dans ce livre-là, c'était un peu la condition sine qua non. J'ai dit aux auteurs, bien évidemment, on ne peut jamais être complètement objectif, c'est impossible, l'objectivité, on est en sciences humaines et sociales. Mais je leur ai dit de mettre leurs idées sous leur mouchoir et de proposer quelqu'un qui se lise par des lecteurs qui soient de gauche, qui soient de droite, qui soient politiques. Tout le monde a joué le jeu. Je vais vous faire une confidence. Sur la totalité du livre, j'ai dû sortir mon gros bâton de directeur à 2 reprises. Oui. Un auteur de droite et un auteur de gauche sont sortis des clous. Et ils ont accepté de rectifier le tir. C'était quand même des chapitres très partisans qu'ils avaient rédigés. Et donc on les a repris. Mais en dehors de ça, je cautionne la totalité des chapitres. Mais pas bien, vous faites une histoire centriste quand même. Ah, pas du tout. Non. Non, parce qu'il y a un extrême centre. Ouais. Je crois avoir d'ailleurs été l'un des premiers en 2017 à qualifier Macron de dangereux parce que de l'extrême centre. Non. Il y a des auteurs du centre, mais qui nous font pas un gloubi-boulga idéologique centriste tiède. Mais je voudrais quand même revenir à cette histoire de gauche ou de droite, d'une manière, on sort un peu de votre bouquin. Est-ce que vous pensez que comment la gauche s'est accaparée l'histoire, j'allais dire des gens, des petits gens, des mouvements sociaux, une histoire vue d'en bas. Est-ce que ça n'a pas été un tort des historiens de droite de ne pas s'y intéresser ? Je pense. Vous avez entièrement raison. Il y a Gérard Noiriel dans le livre. Alors, certains me reprochent d'avoir mis Gérard Noiriel. Il vient de publier, moi je publie une histoire de la nation française, et lui publiait une histoire du peuple français en même temps. Alors les 2 termes ne sont pas équivalents, et je renvoie à notre livre, puisque j'ai demandé à Gérard de nous faire peuple, et je fais nation. Et j'ai placé les 2 chapitres à côté. Ça n'est pas la même chose. Gérard ne le cache pas, il est très très à gauche. Dans son histoire du peuple français, on a une histoire du peuple français un peu anglais à gauche. Mais là, il a fait l'effort de rédiger un chapitre qui n'est pas partisan. Et on verra, et c'est très très intéressant, que je crois qu'effectivement, un grand tort de la droite a été de négliger cette histoire des petites gens, des humbles. Il faut que tous les historiens sérieux se l'approprient. Et ça a été d'ailleurs des renouvellements historiographiques très très importants des 40 dernières années, de donner la parole à ces humbles. Donc de renverser, je dirais, la perspective. Il faut une histoire par le haut, parce que ce sont nos rois, ce sont nos puissants, les chefs d'État qui ont contribué à faire l'histoire de France, mais c'est aussi le peuple qui l'a faite. Et tout est dans la nouvelle histoire de France. Alors, est-ce que cette nouvelle histoire de France change la manière d'écrire l'histoire par rapport aux tendances actuelles ? Alors écoutez, ça serait prétentieux de dire qu'elle va changer les choses, je l'espère, mais en tout cas, nous donnons la parole à tous les derniers renouvellements de l'historiographie. On vient d'évoquer l'histoire du peuple, l'histoire des femmes. Encore une fois, jamais dans un volume de ce type-là, les femmes ne sont si présentes. Je vous donne quelques exemples. Dans le chapitre sur les ouvriers et l'industrie, mon collègue Pascal Radji donne une grande place aux ouvrières. Dans le chapitre sur les paysans et l'agriculture, Jean-Marc Morisseau, le pape de l'histoire de l'agriculture en France, donne une grande place aux paysannes. Donc vous voyez, on a cette sensibilité. On a un chapitre sur l'histoire de l'environnement et de l'écologie. Donc essayons de faire bouger les lignes en donnant la parole à tous les historiens qui acceptent de travailler ensemble. Ils sont venus, encore une fois, ils sont tous là. Je pense d'ailleurs à environnement et écologie, et vous parliez tout à l'heure de Jean-Robert Pitt qui parle du paysage. Tout à fait. On arrive parfois, d'un chapitre à l'autre, de voir des oppositions, parce que entre Pitt qui dénonce avec raison le massacre du paysage par les éoliennes, mais en même temps, dans le chapitre environnement, on dit qu'on parle des énergies renouvelables, du solaire et des éoliennes d'une manière plutôt favorable. Alors, plus pondérée, on va dire, que forcément favorable. Oui, je pense que l'histoire nous montrera que le renouvelable, c'est l'avenir, mais encore une fois, faut-il le faire avec discernement. Et le fait d'avoir placé effectivement les éoliennes dans les paysages, Jean-Robert Pitt s'est un petit peu lâché. Nul ne niera que les éoliennes, toutes les personnes sensées, ça peut gâcher les paysages. J'habite en Bretagne, on nous a mis des éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, mais c'est à 30 km, mais on ne voit que ces éoliennes. C'est catastrophique. Sans parler vous évoquiez le renouvelable et le recyclage. Le recyclage des pales d'éoliennes, c'est un véritable problème. Autre sujet. Et la plus-value énergétique est quand même assez dérisoire par rapport à d'autres énergies. Et discutable, c'est clair. Alors, je voudrais maintenant, j'en ai parlé dans mon introduction d'autres historiens. D'ailleurs, vous parlez souvent d'historiens habités par des certitudes qui passent plus de temps sur les plateaux de
télévision que finalement à faire leur travail. À qui faites-vous allusion? Vous avez le droit de citer des noms, hein, Eric Anso. Bon, écoutez, non, parce que non pas, je veux pas me faire d'ennemis. Bon, vous savez que j'ai mon franc-parler. Vous en avez déjà. Et il y a un mot que j'adore dans votre chaîne, c'est le mot liberté. Il se trouve que pour moi, c'est le mot le plus important de la langue française. Donc c'est pas pour ça, c'est parce que je veux pas, si vous voulez, de veine polémique là-dessus. Grand bien leur fasse s'ils sont sur les plateaux de télévision pour parler d'histoire. Moi, ce qui me gêne, c'est les tautologues, des gens qui viennent sur les plateaux télé et qui viennent diffuser parce qu'ils sont estampillés grands historiens leur savoir sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je vais hors promotion de mes livres m'infliger une cure d'austérité et une cure de non-présence sur les plateaux, je l'ai indiqué hier, parce que nous avons une grande échéance qui est l'élection présidentielle de 2027, et je veux m'inviter dans le débat avec des livres d'histoire politique. Donc voilà. Alors par contre, sur des questions d'histoire, je vous attends au tournant, je pense qu'il va y avoir des questions là-dessus. Je suis prêt à vous répondre. Oui, parce que je disais, donc votre projet, il ne faut pas le cacher, est quand même souvent présenté comme une réponse implicite ou explicite à l'histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron. Alors, je sais que vous avez discuté avec Boucheron, vous avez eu un débat chez Marianne. Dans Marianne. Aux journées d'histoire de Blois, des Blois auxquels j'ai assisté, c'était assez croustillant. Et un petit peu violent et un petit peu choquant. Et j'étais un peu décontenancé parce que le modérateur, vous pourrez le regarder en ligne, était quand même un petit peu de parti pris. Normalement, quand vous modérez vous étiez seul contre tous. Seul à peu près contre... J'adore. Contre tous, mais vous en êtes très bien... très bien. Il est en ligne sur le site des Rendez-vous de l'Histoire. Exactement. Alors malheureusement, Marianne n'a pas mis le débat avec Patrick Boucheron en ligne. Donc vous avez le verbatim dans un numéro de Marianne et sur le site de Marianne, mais vous n'avez pas l'intégralité du débat. Alors déjà, qu'est-ce qui scientifiquement vous sépare le plus de l'approche boucheronesque, si je puis dire? Voilà. Alors on va être très clair. Boucheron, pour moi, choquer peut-être certains de vos auditeurs, de vos téléspectateurs, est utile. En ce sens qu'il a permis de poser sur la table, y compris dans sa nouvelle histoire du monde, des angles que nous n'abordions pas. Évoquer la révolte de la Kanaki pendant la Première Guerre mondiale, c'est utile parce qu'en dehors d'un petit cénacle d'historiens, c'était très peu connu. Le gros problème, c'est que dans l'histoire mondiale de la France de Boucheron, c'est le seul angle pour présenter la Première Guerre mondiale. C'est extrêmement choquant. On ne parle pas de la bataille de la Marne, on ne parle pas de Verdun, on ne parle pas de la bataille de la Somme, on ne parle pas du traité de Versailles et de ses conséquences. Alors, il a rectifié le tir car il a réédité sa nouvelle histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, bien sûr. Donc c'est une histoire très anglais. Le seul angle de Boucheron dans ce livre-là, c'est montrer ce que le monde a apporté à la France. Alors nous, on l'évoque ça, mais on indique également tout ce que la France a apporté au monde. Et également ce que la France se doit à elle-même et que le monde n'a pas copié. Donc il y a les trois angles dans notre livre. Et d'ailleurs, ce qui l'a fait bondir, parce que vous le citez pas, mais vous le citez, il faut que je retrouve, vous le citez, je dirais, implicitement, parce qu'il met, c'est là, il met en exergue, je crois, dans son bouquin, une citation de Michelet. Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France, c'est bien ça. Exactement. Et vous dites qu'il explique tout le contraire. Patrick Boucheron n'est pas un historien de la France. Bon, mais il s'est entouré quand même d'historiens de la France. C'est un spécialiste de Venise, il faut bien le dire. De Venise, et à l'époque médiévale. Donc, le gros problème, moi je veux bien qu'on cite Michelet, au contraire, mais encore faut-il le recontextualiser et lire l'ouvrage d'où est tirée cette phrase. Parce qu'il se trouve qu'on lui fait dire exactement son contraire. Que dit Michelet dans ce livre? La France a à donner un message au monde. Et là, on a l'impression que c'est la France qui va devoir recevoir le message du monde. Alors, soyons très honnêtes, Michelet va évoluer au cours de sa vie. Là, il écrit ça dans les années 1830 et il évoluera dans un sens un petit peu plus modéré dans les années 1850-1860 et en particulier justement avec son histoire de la France. Mais dans ce livre-là, qui est un ouvrage sur le monde, il dit au contraire l'apport de la France au monde est essentiel. Je suis désolé, mais dans le livre de Boucheron, c'est l'inverse qui est montré. Donc c'est quand même très très gênant, vous en conviendrez avec moi. Alors il n'a pas aimé que je rappelle ce point d'évidence. Et alors, mais alors derrière ce débat, est-ce que c'est un vrai débat? Est-ce que c'est un faux débat? C'est un micro-débat, mais quand même, quand on met en exergue de son ouvrage une citation qu'on détourne de son sens, c'est quand même un petit peu choquant. J'ai pas mis son nom. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que ça tourne, moi mon livre, il veut dépasser tout ça, autour d'une polémique en Sceaux-Boucheron, ou Boucheron en Sceaux. Voilà.
Simplement, bien évidemment, dans un débat avec Patrick Boucheron, c'est ressorti. C'est lui qui l'a ressorti, ou Emmanuel Laurentin, celui qui a animé le débat à Blois. Donc tout de suite même. Hein. Voilà, tout de suite, on a attaqué comme ça au bazooka là-dessus, et quasiment tout le débat a tourné là-dessus. Mais il y a bien d'autres choses à dire. Et merci Guillaume de m'inviter pour le dire dans la nouvelle histoire de France. Mais derrière ce débat, est-ce qu'il y a une divergence philosophique sur ce qu'est une nation, ou est-ce que c'est simplement un désaccord de méthode? Moi, je pense. Hein, moi, vous savez, je suis très renanien dans mon approche de la nation, et je l'ai montré dans l'histoire de la nation française, du mythe des origines à nos jours. Je pense comme Renan, et c'était son point de départ, qu'il y a une identité française qui vient d'un passé très long, et Renan assumait le passé monarchique, comme d'ailleurs il assumait la Révolution française, et c'est pourquoi il a été tiré à hue et à dia par les uns. Un certain nombre de républicains disent « Ah, c'est un républicain absolu », et un certain nombre de monarchistes disent « Ah, il tape sur la République ». Ben non, Renan, il veut réconcilier tout le monde. Mais Renan, il dit aussi, c'est un plébiscite de tous les jours, la nation. À un instant T, il faut que nous voulions continuer à faire nation. Et puis il se projette et il tire la sonnette d'alarme. Attention, dans un avenir plus ou moins lointain, on peut se dissoudre si on perd ce sens de la nation. Et c'est aussi pour ça qu'il a donné cette conférence. C'est un petit peu ce que je veux faire avec mes livres. Je tire la sonnette d'alarme en disant, voilà, on a un passé glorieux. Appuyons-nous sur ce passé. Ne cachons rien des pages sombres de notre histoire pour essayer d'aller de l'avant. Et vous pensez que vraiment, donc, raconter l'histoire de France va servir à expliquer le présent, enfin pas expliquer le présent, mais à conduire le présent? Cher Guillaume, un scoop. Je prépare un livre sur qu'est-ce qu'un homme d'État. Nous manquons aujourd'hui d'hommes d'État. Et je pense qu'on manque d'hommes d'État parce que nos hommes d'État actuels, enfin nos hommes d'État, non, nos hommes politiques actuels et nos femmes politiques ne regardent pas assez le passé. Tous nos grands hommes d'État du passé, à commencer par le général de Gaulle, se sont imprégnés de l'histoire de France pour mener leur politique à un instant T et pour projeter nos compatriotes et le pays vers l'avenir. Et nous en manquons cruellement aujourd'hui. Et donc je veux donner quelques éléments. Il faudrait plus d'historiens dans les cabinets ministériels ou en politique? Mais bien évidemment, on en a eu dans le passé des historiens Thiers, Guizot, pour ne citer qu'eux, Édouard Herriot, le général de Gaulle qui a publié des ouvrages d'histoire donc sur l'armée, Napoléon III qui a beaucoup travaillé. Alors on va me dire, Napoléon III, la guerre de 70, mais il faut regarder aussi tout ce qu'il a fait. Je vais revenir à votre livre. Comment doit-on l'utiliser? Alors déjà, je félicite Passé Composé, parce que c'est un livre énorme, vous le voyez, mais il s'ouvre super bien. Oui. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'on peut l'emmener sur la plage. Non, mais je l'avais dans le métro tout à l'heure. Dans le métro, dans son lit, lecture. Oui, on lit un petit chapitre. Je vais vous donner les prescriptions du docteur Rousseau dans un instant. Oui, il s'ouvre très bien. Donc déjà, il ne faut pas que ça fasse peur. Il est agréable à lire. Mais comment doit-on s'en servir? Alors, prescription. On connaît très bien l'histoire de France, on va picorer dedans d'emblée. Ou alors on est passionné, et j'ai des lecteurs qui le sont, on lit tout d'une traite. J'ai un journaliste qui a lu les 1100 pages pour préparer l'émission. D'accord. Deuxième possibilité, c'est un peu loin l'histoire. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On lit les 250 premières pages qui sont le grand récit. Et après, on utilise l'index et on ouvre ses oreilles pour écouter l'actualité. Regardez le vol des bijoux au Louvre. On avait eu le nez creux, puisque Dominique Poulot, notre plus grand spécialiste des musées qui donne le chapitre, avait donné un éclairage sur le vol de la Joconde au Louvre. Et donc j'ai été invité sur les plateaux télévisés. Imaginez pour la promotion du livre, c'est extraordinaire. Le livre était sorti depuis 3 semaines. Et j'ai dit, mais on a tout dans le livre. On annonçait quasiment le vol du Louvre qui vient d'intervenir. Donc on va picorer à l'aide de l'index qui est là pour s'aider. Il y a un index qui est très bien fait. 2 index. Avec les auteurs, 2 index, un index de lieux, un index de personnes. Oui. Une liste thémato-chronologique des éclairages, je trouve là il manquerait une pagination quand même, de savoir où on retrouver. Aurait pu, mais je ne voulais pas rajouter trop de chiffres. Mais voilà, donc ça se lit bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'un livre, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'un lecteur retienne en refermant dans quelques années, ce livre? Qu'il se fasse cette idée de la France que, encore une fois, j'ai présentée au début de votre émission, c'est-à-dire une France qui, à mon avis, si on met dans un plateau de la balance le pour et le pour domine, mais qu'on n'occulte pas le contre. Et c'est ce que certains ont tendance à faire. Parce que c'est comme ça qu'on emmènera tout le monde dans un grand récit
national. Moi, je revendique le terme de récit national. Encore une fois, le roman, non, le récit, oui. Donc, c'est ce que je voudrais qu'on retienne. Vous savez, dans les séances de signature et les salons du livre, et j'en fais beaucoup autour de ce livre, il s'est déjà vendu à 30 000 exemplaires. Donc, vous voyez, les gens ne sont pas rebutés ni par le prix, ni par le volume. J'ai des jeunes de 12 ans qui viennent acheter le livre pour papa ou pour grand-papa ou maman et grand-maman, attention, hein, vous voyez, je vais donner un équilibre, ou pour eux-mêmes. J'ai un jeune qui avait dit, Monsieur Rousseau, j'avais lu votre biographie de Napoléon III et maintenant je vais me lancer, 12 ans le jeune, dans la lecture de ce livre. Et puis, j'ai la personne de 90 ans ou 95 ans qui vient l'acheter pour lui-même et pour la postérité, ses ans, parce que ça sera dans les bibliothèques. On fait mieux que le journal de Tintin, 7 à 77 ans, le journal de Tintin. Nous, c'est jusqu'à présent 12 ans à 99 ans. J'espère aller au-delà. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. Donc, je rappelle cet ouvrage, la nouvelle Histoire de France, dirigé par Éric Anseau, aux éditions Passé Composé. En plus, c'est un livre qui, je donne son prix, parce qu'il vaut le coup, 36 €. L'éditeur a cassé sa tirelire. Qui pour un ouvrage de cette taille et de cette qualité surtout, dont je dirais que c'est voilà, tous ceux qui aiment la France devraient avoir ce livre dans leur bibliothèque. Merci Guillaume. Éric Anseau, merci infiniment. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Nous allons nous quitter, mais vous n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.